Marion Darrieutor, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi un trait de personnalité qui est, au-delà d'être agaçant, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un cocktail, un entretien de recrutement, enfin peu importe où, vous voyez que cette personne en face de vous a ce trait de personnalité et vous, ça vous révulse totalement. C'est-à-dire impossible de bosser avec lui, de prendre un café ou quoi que ce soit. Peut-être la lâcheté, d'abord. Ça, c'est un trait de personnalité que je n'aime pas. Moi, j'aime le courage. Et peut-être un autre... On s'en rend compte pas tout de suite, ça, la lâcheté. Alors justement, comme on ne s'en rend pas compte tout de suite, peut-être celui dont on peut se rendre compte tout de suite, c'est le name dropping. Il y a des gens, quand vous les rencontrez dans un cocktail ou un entretien, ils passent leur temps à faire du name dropping et ça m'agace. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec en face de moi Marion Darrieutor qui déteste le name dropping, on la comprend évidemment, fondatrice du cabinet The Arcane qui vient de signer, Marion Darrieutor aux éditions de l'Aube, un petit livre titré « Le temps des leaders pop ». C'est quoi un leader pop, selon vous ? Un leader pop, c'est un leader qui est populaire, ouvert et politique. C'est-à-dire que c'est un leader qui se connecte à la société, qui descend dans l'arène, qui descend dans la rue et qui trouve son inspiration de la société. Le terrain, le leader pop est sur le terrain. Il est sur le terrain. Ouais. Il est sur le terrain, il a besoin d'être connecté, comme le pop art. Comme la pop culture qui avait trouvé son inspiration dans la société de consommation, le pop leadership, c'est la même chose. C'est un leader qui trouve son inspiration dans la société et qui épouse les grandes mutations sociétales. Est-ce que vous avez des exemples précis ? Je vais vous demander, mille pardons, de me faire un peu de name dropping, peut-être, si vous voulez bien, quoi, de me dire, de me prendre une ou deux personnes et de me dire pourquoi est-ce que ces personnalités-là sont pop, selon vous ? Alors, une personne dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Zelensky, le président ukrainien. Il est pop parce qu'il est à hauteur d'homme, au sens à hauteur d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes. On l'a vu dans sa vidéo de vœux. Il est sur le terrain. Forcément, il combat une cause politique. Donc Zelensky, vous pouvez avoir dans les auteurs Delphine Orviller, que j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois, dans ses bouquins, elle s'attaque à un sujet qui est sociétal très fort, que ce soit la mort ou l'identité. Dans les personnalités politiques que j'aime bien, Christelle Morancet, qui est la présidente des Pays de la Loire, qui est tout le temps sur le terrain. Donc c'est des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes qui incarnent, qui incarnent, c'est-à-dire qu'ils sont authentiques. Quand ils écrivent, il se passe quelque chose, quoi. Ils sont authentiques, ils engagent. Ce sont des leaders qui sont capables d'engager derrière eux, parce que justement, ils parlent vrai, ils sont sincères, ils sont authentiques, ils ont une force d'attraction très forte. Et vous travaillez dans le conseil aux dirigeants dans la communication depuis des années. Est-ce que parce qu'on peut faker, c'est horrible ce que je dis, on peut faire semblant d'être authentique, on peut faire semblant d'être un leader pop finalement. Oui. Et on ne l'est pas, ça vous savez les reconnaître, les gens sait les reconnaître. Les menteurs. Je ne sais pas si c'est des menteurs ou si c'est des gens qui ont été habitués à jouer avec les codes, à jouer un peu une pièce de théâtre. Mais on rentre dans une période où on voit la dissonance. C'est-à-dire qu'un collaborateur, il va voir la dissonance avec son patron. C'est difficile de faire semblant. On fait moins semblant parce que les gens ont été plus habitués aux éléments de langage complètement fake. Il y a le digital qui vous lâche pas. Il y a les gens qui cherchent du sens et donc qui sont capables de voir si vous êtes en résonance avec eux. Donc la chasse au bullshit existe et je pense qu'on repère un peu plus les bullshitters. On repère plus les bullshitters qu'avant. Alors, on va tâcher de parler français maintenant, parce que les fakers, les bullshitters... Voilà, c'est vous qui avez commencé. Mais c'est moi qui ai commencé, je plaide coupable. En quoi vous considérez, vous, Marion Darrieutor, comme une leaduse pop ? Justement, qu'est-ce qui vit en vous Alors déjà, il faut s'appliquer à soi-même. Bah oui. Faudrait demander à peut-être mes collaborateurs et mes clients, mais en ce qui me concerne, populaire. Alors je ne suis pas populaire, mais j'aime me connecter à la société, j'aime comprendre ce qui se passe, comprendre les mutations. Donc ça, c'est important. Ouvert, je pense que je le suis. C'est ouvert aux autres, mais ouvert à soi-même. Donc l'ouverture, c'est aussi une forme d'alignement par rapport à soi-même. Donc ça nécessite un peu d'introspection pour les leaders, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis politique, parce que je ne fais pas de politique, mais j'ai un combat qui est dans l'entreprise, de servir le bien commun et d'articuler la performance humaine et la performance économique. Donc je suis très, très engagée dans mon think tank Entreprise et Progrès sur les sujets de la place de l'entreprise dans la société. Est-ce que parfois, parce que vous avez, comme tous les dirigeants, le souci d'excellence, j'imagine, si je vous demande à vous, Marion Darrieutor, je vous pose la même question qu'au tout début, c'est-à-dire si je l'applique à vous-même, c'est-à-dire quand vous perdez quelque chose, quand ça se passe pas bien, est-ce que vous avez un défaut, vous savez, vous pouvez être un petit peu, je ne sais pas, un petit trait de personnalité, une caractéristique qui peut vous faire défaut?
La patience, peut-être. Donc, si je perds quelque chose ou si j'ai un... Vous êtes impatiente. Très impatiente, parce que comme je suis un peu énergique, c'est le revers de la médaille. Et donc, voilà, je pense que la patience n'est pas ma plus grande qualité. Entendu. Vous conseillez les dirigeants, donc c'est votre métier depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, vous diriez, ces dernières années, dans la façon dont on conseille les dirigeants? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pouvait dire avant qu'on ne peut plus dire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de dire, peut-être? Comment les coulisses, voilà. Alors, ce qui n'a pas changé déjà, c'est que notre métier, il doit être au service du business des patrons. C'est-à-dire que bien sûr leur image est importante, bien sûr leur réputation est importante, mais je pense qu'ils ont tous en commun que l'image et la réputation se mettent au service du business. Ce qui a changé peut-être, c'est justement une plus grande ouverture à l'écosystème dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'avant on ne parlait que de performance financière, on parlait d'excellence, on parlait, enfin voilà, il y avait tous ces poncifs de la vie au travail, la vie en entreprise. Maintenant, je trouve qu'il y a une vraie ouverture par rapport à la performance extra-financière, à la place du travail qui doit se remettre à la bonne place, aux enjeux de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Donc je les sens beaucoup plus ouverts par rapport au monde dans lequel on vit. Il y a encore des progrès à faire parce que c'est pas facile de prendre le pouls de la société civile, mais je trouve qu'il y a une prise de conscience qui est réelle. Et là-dessus, on peut pas faire semblant. Vous disiez tout à l'heure, on peut pas faire semblant. C'est-à-dire que si, en tant que dirigeant, je dis oui, machin, on a fait ça, telle initiative et tout, et qu'en fait, en réalité, c'est pas le cas. Ça se voit, et puis les gens le disent, et puis la réputation je vous donne un exemple. prend un coup. Il y a beaucoup de dirigeants qui disent il faut que je fasse une entreprise qui aide à la diversité et à l'inclusion. Si c'est pas sincère, quand le dirigeant fait la tournée des associations LGBT ou qui prônent la diversité, je peux vous dire qu'on le voit tout de suite. Et là, c'est très, très dissonant quand la personne n'a pas un peu une conviction sur le sujet. Je dis pas que ça doit être un combat, mais en tout cas une conviction. Vous avez utilisé un terme que j'aime beaucoup, dissonance. Les dissonances que vous voyez le plus souvent aujourd'hui quand vous rencontrez vos clients, celles que vous souhaitez éviter. Justement, c'est à quel niveau? Sur quel sujet? La dissonance, c'est justement sur tout ce qui est sociétal. Parce qu'il y a eu une grande mode, il y a encore une grande mode sur les raisons d'être, la loi Pacte, la performance extra-financière. Donc on voit qu'il y a des gens qui cochent des cases, mais qui ne sont pas totalement sincères. Donc là, il y a une dissonance. Je trouve qu'il peut y avoir une dissonance sur le rapport au pouvoir et à la puissance, où en fait on s'invente une puissance, on s'invente une position de surplomb, alors que parfois le dirigeant, il n'est pas comme ça. Mais il imagine que sa fonction impose ça. Et en fait, moi, mon message, c'est de dire, et ce que je développe sur le pop leadership, c'est qu'un dirigeant, il peut se mettre à hauteur d'homme, il peut avoir de l'humilité et une position basse. Ce que vous me dites aussi, vous avez utilisé l'expression « cocher les cases », c'est simplement, finalement... cocher les cases, mais pas toujours les mêmes en fait. Année après année, il s'agit toujours de cocher des cases, finalement. En fait, je pense que dans la vie d'un leader... On ne peut pas y échapper, ça, quand on est une grosse entreprise, quand on est patron d'une boîte avec 2000, 3000 personnes. Effectivement, il y a le leadership, c'est une forme... C'est codé, c'est standardisé, il y a un entre-soi, il y a une forme d'establishment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut connaître les codes et parfois, il faut réussir à s'en affranchir parce qu'on n'est pas obligé d'être envahi par le système. On peut garder sa personnalité, on peut être aligné avec ce qu'on est. Donc, en fait, il faut comprendre les codes pour mieux parfois les contourner et les détourner pour être vraiment aligné avec les convictions qu'on veut défendre. Est-ce que parfois, il vous est impossible de conseiller telle ou telle personne, telle ou telle entreprise pour des raisons éthiques? C'est-à-dire, parfois, malgré tous vos bons conseils, malgré tout ce que vous pouvez vouloir pour vos clients, eh ben les clients ont dit non, on s'en fiche, on veut pas. Enfin, on s'en fiche je sais pas, de RSE, on s'en fiche de tas de sujets qui sont pourtant essentiels. Est-ce que parfois, en gros, vous vous dites non, dans ce cas, soit vous m'écoutez, soit vous m'écoutez pas. Mon rôle, c'est de... Oui, si je suis pas alignée, puisque c'est ça aussi, ça arrive. Ouais. Je pense à vous avez gagné un appel d'offres, vous pouvez bosser avec voilà, où on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide sur une gestion de crise, par exemple, et puis cette personne va plaider victime, va pas faire de mea culpa, va pas être dans l'empathie. C'est difficile à défendre par les temps qui courent. Ça peut être effectivement des secteurs qui utilisent votre réputation pour améliorer la leur, mais ils ne sont pas prêts à changer. Voilà. Donc, souvent, notamment en gestion de crise, ce sont des gens qui ne veulent pas reconnaître, reconnaître aucune erreur. Et c'est difficile dans le monde dans lequel on vit de ne reconnaître aucune erreur.
Il y a un terme aussi que j'entends beaucoup, pardon, je suis un peu sur la langue, mais le terme responsable. Tout doit être responsable. Est-ce que, j'entends même le conseil responsable, ça voudrait dire que qu'aujourd'hui, le conseil est responsable. Hier, il ne l'était pas. Le rôle d'un consultant, d'un conseiller, c'est pas justement d'être responsable. C'est pas viscéralement, ça doit faire partie de son métier. Donc le fait qu'on parle aujourd'hui de conseil responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire, est-ce qu'on se dit, ok, on a pu faire des erreurs par le passé, et là, on ne les fera plus? Je pense que par le passé, notamment dans les métiers de l'influence, puisque moi, ma catégorie sectorielle, c'est les métiers de l'influence, la communication d'influence, il y avait l'influence et puis il a pu y avoir du trafic d'influence. Donc il y avait des méthodes dans un moment où on pouvait rester caché, où tout n'était pas dénoncé, où le digital n'était pas là pour pointer du doigt. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que oui, il faut exercer notre métier avec éthique et avec responsabilité. Alors le conseil responsable, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en creux, ça veut dire qu'on n'était pas responsable. Je pense que c'est un peu dur par rapport à la profession. Il y a plein de gens, et j'ai plein de confrères qui travaillent avec une immense responsabilité, mais l'exigence en matière de responsabilité s'est accrue. C'est-à-dire que à nous, consultants, d'exercer avec plus de responsabilité, plus d'éthique, notre métier. Cocher des cases, on en parlait. Il faut, en fait, je viens de me rendre compte, il y a de plus en plus de cases à cocher finalement. C'est-à-dire que il y a, je sais pas, 20 sur 20, quoi. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'avant, par exemple, un dirigeant, il était là pour gérer sa boîte, faire du profit, créer de la valeur. Et puis, peu à peu, il y a des nouveaux paradigmes, il y a un changement d'air qui arrive. Il est interpellé sur l'avortement aux États-Unis, il est interpellé sur la guerre en Ukraine, il est interpellé sur les droits de la femme en Iran. Et ça change le job du dirigeant. Et donc, peu à peu, il a besoin de se dire comment moi, je me comporte, moi, en tant que dirigeant et mon entreprise. Et donc, ça ouvre tout un champ de questionnement, de dire, est-ce que ce sont des crises? Est-ce que ce sont des risques? Et moi, j'ai envie plutôt de dire que face à toutes ces polycrises, puisqu'on les appelle comme ça, il y a des poly-opportunités et que ça nécessite en revanche, et on l'a vu avec la crise Covid, de revoir ce que vous offrez à vos collaborateurs, l'innovation produit et tout un tas de choses. Il nous reste une toute petite minute. Dernière question. Quel client, enfin le client rêvé, ou plutôt non, quel client vous rêveriez d'avoir? Voilà. Qu'est-ce que alors, si vous voulez pas donner de nom, vous n'êtes pas obligé, vous êtes peut-être pudique, mais le client rêvé pour vous, c'est quoi? Enfin, c'est le profil du client rêvé. Alors déjà, j'ai de la chance parce que chez Arcane, mes collaborateurs et moi, on en a plein. Peut-être que les clients de mes rêves, c'est ceux qui ont une transformation de leur modèle d'affaires, de leur business model et de leur propre leadership à faire, et qu'on va vraiment être dans une relation très partenariale, dans l'écoute, dans l'humilité, et qu'on va grandir ensemble. Parce qu'on a envie de changer. Merci infiniment, Marion Darriotor, fondatrice de The Arcane. À très bientôt. Merci Quentin.